Cette chaîne s'adresse à celles et ceux qui ne cherchent plus à avoir raison, mais à mieux se comprendre, dans leurs relations, dans leur travail et dans leur rapport à eux-mêmes. Bienvenue sur notre chaîne Mars-Vénus Coaching France. Bonjour Julie. Bonjour Eliette. Aujourd'hui, on va parler des différences d'écoute entre le corps et le mental. Pourquoi est-ce que le corps sait avant le mental et pourquoi on a tant de mal à l'écouter aujourd'hui dans notre quotidien? Comment tu vois le fait que quelques personnes, enfin que beaucoup de personnes se sentent épuisées, mais qu'elles continuent quand même, qu'elles n'écoutent pas leur corps? Euh, Il y a un indicateur qui est assez marquant par rapport à ça qu'on peut voir à travers de toutes les séances de coaching que je fais, etc. C'est vraiment que plus les gens vont parler de manière nébuleuse, de pas être en capacité de nommer les choses, les gens ne vont plus être en capacité d'être à l'écoute de ce qui est important pour eux, vont plus être en capacité de nommer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ont envie de développer dans leur vie. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment un des indicateurs qui vont marquer que on arrive à un épuisement qui est au-delà de ce qu'on peut même percevoir de nous-mêmes. Et donc, c'est cette capacité à continuer parce que le corps a une résilience immense qui va nous permettre de tenir, de trouver des astuces, mille et une possibilités pour pouvoir tenir quand même. Et donc, on ne prend même pas conscience de cet épuisement qui est là. C'est pour ça que certaines personnes disent qu'elles sont fatiguées en permanence, mais quelque part, quand elles font des analyses médicales, il y a pas de raison. Ouais, c'est ça. C'est très souvent hein, qu'au niveau médical, on ne trouve pas de raison de pourquoi il y a de la fatigue. Et c'est vraiment important de pouvoir prendre ce temps de réflexion pour soi, qu'on n'a plus l'habitude de prendre aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qu'offre le coaching, de pouvoir avoir du temps pour soi, avec soi-même et avec un miroir de quelqu'un d'extérieur, avec cette capacité qu'une personne extérieure qui ne nous connaît pas va pouvoir nous renvoyer qui on est et ce qu'on partage dans cet espace le plus intime avec nous-mêmes, en fait, quelque part. Et ça permet beaucoup de clarté aussi et de prise de recul. Mhm. Complètement, ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait plus confiance à notre mental qu'à nos sensations, à ton avis? Parce qu'on est dans une société qui est très, très intellectuelle et que dès l'enfance, on commence à se déconnecter de notre corps parce qu'il n'y a pas le temps, parce que nos besoins ne sont pas écoutés, parce que il faut faire vite, parce que ci, parce que ça. Donc dès l'enfance, on apprend à ne pas être à l'écoute de notre corps, de nos besoins, de nos rythmes, de nos temps de pause, de nos temps d'activité. Et donc, on apprend à tout emmener au niveau de la tête, au niveau du mental, et de venir agir uniquement depuis le mental, depuis bah, il faut faire ça, il faut aller là, il faut ci, il faut ça. Et donc, on crée quelque part tout toute cette suradaptabilité au monde par le mental et avec une déconnexion profonde du corps. Donc, on n'a pas appris à écouter ces sensations-là. Et donc, une fois adulte, de l'apprendre, ça demande une réelle volonté pour pouvoir aller vraiment se dire, bah, je vais être à l'écoute de mon corps parce que c'est mon premier messager pour savoir ce qui se passe en moi, ce qui est OK, ce qui est pas OK, là où j'ai dépassé mes limites, etc. Et de venir quelque part retrouver cet enthousiasme qu'on a éteint au moment de l'enfance. Oui, et on en parlait aussi, c'est Diana Richardson dans son livre Slow Sex pour les femmes. Elle parle justement de de la différence entre notre société moderne et les sociétés traditionnelles. Je pense aux Amérindiens, mais il y en a d'autres, hein, les sociétés primitives, qui honoraient la terre, honoraient leur relation à la terre, au ciel, et qui faisaient des chants, des danses avec le tambour notamment. Je pense aux Amérindiens pour ça, et qui du coup revenaient dans leur corps régulièrement au long de l'année et retrouvait ce lien très fort. Et du coup, elle dit, elle, que dans la relation à l'extase et à l'orgasme, même pour les hommes et les femmes, aujourd'hui, cette déconnexion du corps fait que le fait d'être dans notre tête beaucoup plus que dans le corps, on n'est plus dans la capacité d'être ouvert à cet orgasme et à cette reliance à plus grand que tout et à notre corps, comme c'était le cas avant. Oui, parce que l'orgasme, c'est pas juste un feu d'artifice qu'on va venir chercher au niveau sexuel, c'est vraiment l'espace de vulnérabilité la plus profonde qu'on peut toucher en nous et à la fois l'espace de force la plus immense qui soit donné à l'être humain parce que c'est
la force la plus puissante qui nous soit offerte, cette force sexuelle, cette force de création, puisqu'elle va aussi venir créer la vie et elle peut, quand elle n'est pas amenée, dirigée pour créer la vie, pour créer un enfant, elle va venir alimenter tous nos projets. Et en fait, plus on est coupé, déconnecté de notre corps, moins on va avoir accès à cette créativité-là intérieure. Hmm. Quels sont les signaux précurseurs, selon toi, de cette scission avec notre corps physique, mais que bien évidemment on va ignorer souvent? On va pouvoir retrouver la fatigue chronique, l'irritabilité, la perte de désir, les tensions physiques, mais ça peut aussi être la perte d'élan, de motivation, hein, de créativité, comme on disait tout à l'heure. Et évidemment, sentir que dans cette énergie créative, dans cette énergie sexuelle, il y a quelque chose qui s'est déconnecté. C'est quelque chose qu'on va vivre aussi en étant encore une fois plus dans la tête que dans le corps. Bien sûr, je pense que tout ça, on l'a déjà abordé dans d'autres vidéos, mais ça a un lien avec nos hormones. Complètement. Testostérone chez les hommes, plus d'estrogène chez nous, pour faire simple. Hmm. Oui, n'hésitez pas à revenir voir les vidéos qu'on a fait avant qui expliquent vraiment tout l'impact de nos hormones, du stress et de comment aller les réguler. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Du coup, comment est-ce qu'on peut apprendre à reconnaître ces signaux d'alerte? Euh, la première étape, je dirais que c'est par une observation intérieure de la conscience, de ce qui se passe en nous, mais ça suffit pas. Ça suffit pas dans le sens où cette conscience-là ne va pas être assez pour qu'il y ait quelque chose qui change. La conscience, c'est comme la première chose à observer. Puis après, à partir de là, faut prendre une décision. Il faut faire un premier pas. Et ce pas, des fois, il n'a pas besoin d'être grand. On a toujours l'impression qu'il faut faire un pas super immense pour que quelque chose change, alors qu'en fait, non. On a simplement besoin que les pas soient petits, mais réguliers, qu'on avance et qu'on soit toujours dans une direction. Et tu vois, pour donner un exemple un peu plus concret par rapport à cette reconnexion au corps, moi j'ai eu la chance de grandir avec une maman prof de yoga et dans notre environnement, la conscience du souffle était quand même là, quand même très présente. Et j'ai observé régulièrement que dans mes mécanismes de survie, j'arrêtais quelque part de respirer. Et le fait d'avoir baigné dans cet environnement-là où il y avait la conscience du souffle, ça m'a permis de ramener quand même assez rapidement le ah ben là, je sens qu'il n'y a plus rien qui se passe, tout est bloqué au niveau de ma poitrine, au niveau de mon abdomen. Je vais venir en premier petit pas à venir rouvrir l'espace. Je vais intérieurement venir faire rentrer à nouveau l'air, faire rentrer à nouveau la vie pour que un espace puisse continuer à se mouvoir et à revenir dans la sensation pour pouvoir reprendre contact avec mon corps, reprendre contact avec ce qui se passe intérieurement, puis petit à petit pouvoir, si j'ai besoin, selon l'espace, le nommer et à partir de là, commencer à prendre un autre pas après ça. Et moi, j'ai un petit tips par rapport à ça, c'est que comme nos chemins neuronaux ne sont pas faits avec, par rapport aux nouvelles habitudes, souvent, même si on veut changer notre comportement, on va pas s'en rendre compte tout de suite. On va se dire, genre, au milieu de la journée, ah, bah, je voulais méditer ce matin, ça faisait partie de ma routine matinale, je voulais prendre un temps de lecture et je ne l'ai pas fait. Donc, le petit tips que j'utilise d'ailleurs aussi, c'est de mettre un post-it pour vous en rappeler, soit dans votre salle de bain, ou de mettre un rappel sur le téléphone qui va biper et vous rappeler ce que vous voulez changer. Trop simple. On a vraiment besoin de ces espaces-là, que ce soit tenu par nous, dans le cadre d'un coaching qui va vraiment amener à créer ces nouvelles relations et comme tu dis, ces nouveaux schémas neuronaux. On a besoin d'un nouveau cadre qui soit comme défini par ce qu'on souhaite aujourd'hui faire grandir autour de nous, faire changer dans nos comportements. Pour pouvoir, on a besoin de quelqu'un pour nous rendre responsables de ces changements qu'on souhaite voir arriver dans notre vie. Sinon, on trouvera toujours des excuses. Est-ce que tu penses, Julie, toi, que le corps peut savoir avant même qu'on en ait conscience? À 100%. En fait, notre corps physique et notre corps énergétique, c'est ceux qui sont les plus proches du quotidien, de la réalité que nous vivons. Et par exemple, quand on parle de la maladie, c'est pas pour rien qu'on dit en langage des oiseaux, le mal a dit. Et c'est vraiment la façon dont à notre corps, on parle de somatisation. Maintenant, c'est reconnu, hein, que le corps somatise ce que nous ne voulons pas ou ce dont nous n'avons pas conscience.
Et donc, c'est très intéressant d'ailleurs de pouvoir voir la signification de nos maladies. Et souvent, ça permet de débloquer très rapidement des problématiques. Hmm. C'est quelque chose que j'adore profondément. Et en fait, quand on vient jouer avec ça dans cette écoute du corps, on voit que le corps envoie toujours des signaux. Et que plus on va les écouter tôt, moins il a besoin de parler fort. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant, où ça fait des années que dès que j'ai une petite douleur qui se réveille quelque part, une petite gêne, parfois c'est même pas au stade de la douleur, c'est ah bah je vais aller écouter qu'est-ce que, bah, par exemple hier j'ai eu quelque chose au niveau du coude, je sentais que mon coude, comme s'il avait de l'arthrite depuis je sais pas combien d'années, que chaque moindre mouvement était difficile, c'est venu tout d'un coup. J'ai été lire la symbolique du coude, qu'est-ce que c'est comme porte d'entrée dans mon corps, qu'est-ce qui vient dire de moi là où j'en suis. C'était hyper clair par rapport à ce que j'étais en train de traverser, je me suis juste posée avec ça et tout d'un coup, il n'y a plus de douleur. Et ça, c'est pas juste une fois, c'est systématique et c'est depuis plus de 10 ans maintenant que je fonctionne comme ça, d'aller vraiment écouter le moindre signal du corps comme un messager qui vient susurrer. Et plus on l'écoute, plus il va avoir besoin de susurrer délicatement pour se faire entendre et du coup ne pas avoir besoin d'aller jusqu'à de la douleur, jusqu'à bah, des mots réels qui viennent se déclencher au niveau du corps. Je rejoins ce que tu dis parce que peut-être vous connaissez ce livre de Jacques Martel qui a un gros pavé, Le Dictionnaire des malaises et des maladies, qui moi est une bible à chaque fois qu'il Pareil. y a une problématique. Et lui, il dit justement, comme tu dis, que plus on se fait mal, c'est-à-dire plus on a par exemple une fracture, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas pu écouter en amont et que moins on se fait mal, par exemple une petite entorse ou juste, comme tu dis, une douleur qui apparaît, plus on va être fin dans son écoute du corps. Et pour ceux qui ne croiraient pas à la psychosomatisation, je pense à l'acupuncture et à la médecine chinoise. Alors pour certains, c'est encore nébuleux, mais il y a quand même la médecine chinoise pendant plus de 5 000 ans. Depuis 5 000 ans, ils ont vraiment répertorié le corps humain et chaque organe est relié à une émotion. Par exemple, le foie, la colère, les reins, la peur, et j'en passe, les poumons, la tristesse. Et en fait, il y a une telle cartographie que quand on a mal, par exemple, justement, bah, la surface du bras là, interne, c'est relié au... il y a vraiment une relation, par exemple, avec le cœur, parce que le méridien passe par là. Le méridien du maître du cœur, par exemple, passe par là et du cœur aussi. Donc, il y a vraiment une réalité sous-jacente. C'est comme, pour moi, c'est vraiment comme un livre qu'on va venir ouvrir et découvrir. Ah, mon corps aujourd'hui, il dit ça. Tu sais, il y a une magie qui est tellement profonde dans la résilience du corps, dans cette sagesse immense qui est connectée au grand tout. Moi, j'aime bien voir le corps comme une planète entière, tu sais, avec chaque cellule qui serait comme un être humain. Et de dire, mais on va faire en sorte que dans cette planète-là, moi, je suis responsable de cette planète. Et je vais faire en sorte que tous les êtres humains qui sont sur cette planète et ce dont ils ont besoin, que tous, ils arrivent à communiquer, éviter les guerres, les manifestations intérieures, tu vois. Et je le vois vraiment comme ça dans cette grande image-là et de dire, bah, je vais aller écouter. Et on pourrait dire que, en tout cas, depuis le temps, moi, que je travaille à accompagner les femmes, c'est la même chose pour les douleurs de règles. Les douleurs de règles, bon, ça va aussi plus loin, hein, ça va sur des douleurs générationnelles, donc des guérisons de lignées entières. Et aujourd'hui, notre corps, il nous demande d'arrêter. Et pourquoi il y a autant de femmes qui ont énormément de douleurs, qui ont des saignements, qui sont hémorragiques, etc. Parce que le corps hurle de tout ce qui peut. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, reposez-vous sur ces moments-là. On a oublié que c'était normal en tant que femme d'avoir des temps de repos, d'avoir ces moments où on a besoin de se reposer, de plus dormir, d'être intériorisé pour pouvoir offrir tout le reste du temps au monde après tout ce qu'on a intérieurement. Mais ces temps-là, ils sont nécessaires. Et les douleurs de règles, d'aller lire tout ce qui se passe au travers des douleurs de l'utérus, moi, ça fait des années que je fais ça dans les clientes que j'accompagne et c'est juste un livre ouvert, ces séances-là. C'est juste, on va aller lire ce qui se passe, on va aller lire ce que la douleur raconte à chaque instant. Et c'est à chaque fois, quand on fait des séances comme ça, les douleurs s'arrêtent en 15 minutes. Et elles ne reviennent pas. Elles peuvent revenir d'un cycle à l'autre, un peu moins, parce qu'il y a encore d'autres choses à écouter. Encore une fois, hein, c'est vraiment des couches à enlever les unes après les autres. Mais dans cette écoute-là du corps, c'est hyper important de savoir que les douleurs ne sont pas normales. C'est juste un signal d'alerte qui est
hyper important à aller écouter. Et d'ailleurs, dans la sagesse traditionnelle, les femmes, pendant leur période de règles, comme c'est un moment d'introspection et de retour à soi, beaucoup de traditions ancestrales faisaient que les femmes avaient leur hutte personnelle à part de la, comment on va dire, du village pour justement vivre ce processus de retour à elles-mêmes. C'était pas du tout impur, c'était juste un retour à soi et aussi parce qu'il y a une énergie particulière autour des règles à ce moment-là. Parce que pour moi, c'est un espace de force et de puissance de la femme qui est trop peu connu et qui a été aussi bah, mis sous chapeau pour être un peu étouffé, tu vois. Mais c'est un moment où on a une puissance qui est juste immense d'aller faire un travail avec l'invisible, d'aller approfondir notre spiritualité. Et c'est un cadeau. Ces moments-là, c'est vraiment le plus grand des cadeaux qu'on puisse avoir. Du coup, au niveau du système nerveux, euh, comment est-ce qu'il enregistre ce que l'on ne va pas verbaliser, nous? On peut imaginer, bon, j'aime bien parler avec des images, hein, donc on peut imaginer qu'il y a, quand on est petit, ça commence dans le ventre de notre mère, au moment où notre système nerveux se forme, il y a un circuit qui est fait pour faire passer une information. Donc on prend vraiment un chemin et l'information passe à un endroit. Ok, en fonction de l'environnement dans lequel on vit, eh ben, le chemin, il va pas forcément être très très droit. Parce que pour survivre, il faut plutôt se cacher là, aller par là, faire le détour sur la montagne et puis revenir. Et c'est un peu ça qui se passe dans notre cerveau. Et donc, euh, ce qu'on verbalise pas, c'est ces circuits-là, ce chemin-là, il est normal pour moi parce que depuis enfant, j'ai grandi avec le fait que je devais passer de là à là en faisant 15 000 détours et 30 kilomètres à gauche et 20 à droite pour pouvoir arriver là où je veux arriver. Et personne m'a jamais dit, j'ai pas eu dans mon environnement assez de sécurité, assez d'amour, assez d'écoute pour savoir qu'en fait, pouf, si je fais juste ça, ça marche aussi. Et donc, c'est vraiment le système nerveux, il a enregistré tous ces chemins-là. Donc, on a besoin d'espace où on se sent en sécurité, d'espace où on sent qu'on peut grandir, être vu pour qui on est chacun d'entre nous, pour que justement tous ces schémas puissent se refaire, se rejouer et qu'on puisse tracer des petites autoroutes au lieu d'avoir des chemins dans les bois qui prennent, c'est très joli hein, les chemins dans les bois, mais au lieu d'aller faire 10 000 détours pour arriver à la même information au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment prendre cet espace de recul et se dire, ok, là, je vois que ça me coûte beaucoup. À chaque fois que quelque chose est très demandant, à chaque fois qu'on se sent débordé, à chaque fois qu'on sent qu'on va pas y arriver. À chaque fois qu'un homme va s'éteindre ou aller combattre ou qu'une femme va vraiment ben, courir dans tous les sens, etc., c'est des moments où on a besoin d'avoir un cadre, un espace porté par quelqu'un avec qui on se sent en sécurité pour pouvoir reconstruire. Et reconstruire, c'est connaître où on en est maintenant, comme quand on ouvre notre GPS, hein, la première information qu'il y a, c'est vous êtes ici, c'est le point qui nous dit où on est, avant de savoir où on va aller. Parce que pour pouvoir tracer le chemin de là où on va aller, on a besoin de savoir où on en est. Et ça, c'est vraiment la base de ce qu'on fait dans le démarrage du coaching, de déjà aligner le cœur et la tête, et à partir de là, mettre en place la volonté pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre du mouvement en place et recréer tous ces circuits au niveau des synapses neuronales qui vont nous permettre bah, d'avancer avec plus de sécurité intérieure. Toi, Julie, qu'est-ce que tu as observé comme différence entre les hommes et les femmes dans la manière de gérer les signaux internes dans cette écoute ou dans cette non-écoute du corps quelque part? Bah, en tant que femme, on va plutôt suragir, on va être dans le faire, 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 ce qui n'est pas du tout notre nature, qui est plutôt dans l'être, dans la réceptivité. On va faire toujours plus, on va suradapter en permanence, donc c'est très stressant pour nous en tant que femmes. On va s'oublier en prenant soin des besoins des autres en priorité. Et pour les hommes, ils vont avoir une tendance à se déconnecter et à se focaliser sur leur travail. Ils vont avoir tendance à se couper de leurs ressentis, à passer par l'action, par le mental beaucoup. Et ont une difficulté clairement à écouter leurs sensations à ce moment-là. Mais c'est aussi le cas des femmes parce que quand on est dans notre mental et dans le faire, on n'est plus dans les sensations, plus dans notre corps non plus. Hmm. Hmm.
Et est-ce que tu dirais que les hommes et les femmes gèrent la déconnexion de leur corps de la même manière aujourd'hui? Alors, d'abord, ça dépend de l'environnement dans lequel on a grandi. C'est vrai que généralement, dans notre société très moderne, on fait de plus en plus d'études longues, on valorise l'intellect absolument. Mais ça dépend aussi de notre métier. Je pense aux hommes qui sont très connectés à leur corps, comme les bûcherons, les agriculteurs, un menuisier. Eux, ils vont être dans leur corps. Et leur challenge aujourd'hui, en tant qu'hommes, ça va être plutôt de se reconnecter à leurs émotions qu'on leur a appris à ne pas sentir, puisqu'on leur a dit sois fort et tais-toi, ne pleure pas. Voilà. Et donc, elles sont bien enfouies. Euh, et on peut relier ça aussi au fait que pour aller mieux, pour les hommes, c'est en lien, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, remonter leur testostérone, donc par le sport intense qui va les remettre dans leur corps, par le sexe qui va aussi les remettre dans leur corps, rentrer dans leur Par grotte. le sexe, je fais une petite parenthèse, par le sexe avec une partenaire et pas à travers quelqu'un d'imaginaire, à travers un écran et une partenaire avec qui ils peuvent se relier, pas juste une relation sexuelle comme ça, un coup d'un soir, parce que ça va juste les déconnecter encore plus de leurs émotions. Et les mettre dans leur tête plutôt que dans leur corps. C'est ça. D'ailleurs, c'est vraiment, tu as complètement raison, quand un homme est en lien avec une femme physiquement, il va ressentir à nouveau son propre corps. C'est pas que dans son sexe, c'est vraiment le fait d'être touché, parce que les hommes, voilà, ils n'ont pas cette habitude du toucher qu'on a beaucoup plus en tant que femme. Ah oui, pour nous, c'est très facile. On va aller se toucher, se caresser les cheveux, se papouiller tout le temps. Mais les hommes, ils n'ont pas ça et ils ont vraiment autant besoin de contact aussi dans les espaces d'intimité, de vulnérabilité. Et puis pour les femmes, bah, c'est ce qu'on a tendance à oublier en général, parce qu'on pense d'abord aux autres et aux besoins des autres, c'est de prendre, comme le dit John Gray, un me time, un temps pour soi où on va prendre soin de nous, où on va laisser prendre quelqu'un d'autre prendre soin de nous, ou qui va nous écouter. Donc typiquement un coiffeur, recevoir un massage en fonction de ce que vous aimez, aller voir notre psy si on en a un, ou notre coach, ou quelqu'un qui va nous écouter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui parlent aussi beaucoup avec leurs clients, clientes. Voilà. Hmm, J'ai une question pour toi, Eliette, c'est est-ce qu'il peut y avoir une forme de peur dans le fait de ne pas écouter son corps? hmm. Ouais. Je pense que ça, c'est très, très présent parce qu'on en est arrivé à un point de déconnexion du corps qui est tellement lointaine qu'on a peur d'aller l'explorer, qu'on a peur d'être vraiment dans cet espace où euh, bah, ça tient, ça tient, ça tient, on va faire des choses au quotidien et on voit que ça tient, ça passe, ça passe, ça passe. Donc je continue, je tiens et ça continue jusqu'au jour où tout s'effondre en fait. On a cette sensation souvent que si on enfouit encore plus profond, ça va se décomposer. La décomposition, elle se passe pas à l'intérieur comme ça. On a besoin de le mettre à la lumière, on a besoin qu'il y ait tous les éléments qui soient réunis pour faire en sorte que la transformation puisse avoir lieu, que l'écoute du corps, la compréhension, le passage ici dans le cortex préfrontal hein, qui nous permet de mettre de la conscience dessus et à partir de là de ne plus être en pilote automatique, ce que font vraiment ces schémas neuronaux qui sont construits dans ce mode survie. Et du coup, plus on va pouvoir sortir de ce mode automatique, donc choisir depuis un espace de conscience nos réactions, pourquoi elles sont là, etc. Et ça va nous permettre de passer au-delà de la peur. La peur, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est quelque chose qui nous empêche de faire parce qu'on pense que c'est réel. Donc, par où est-ce qu'on commence quand on est complètement déconnecté de son corps? Et quels sont les premiers signes qu'on peut voir quand on commence à se reconnecter? Alors, pour tout le monde, ça va être de ralentir, mais réellement, parce que notre mental, il va toujours trouver qu'il y a autre chose à faire. Ça va être de respirer en conscience, vraiment de prendre du temps, ne serait-ce que 5 minutes pour se poser et respirer. Vous avez aussi les applications dont tout le monde parle, la de cohérence cardiaque, ça fonctionne très bien parce que vous avez une petite application, vous appuyez et ça vous guide. Donc ça, c'est très simple à mettre en place. Et puis revenir à des sensations toutes simples comme le toucher.
comme les enfants qui vont venir se blottir contre nous pour ressentir les sensations, de revenir à notre corps par toutes ces sensations-là. Ouais, c'est quelque chose que j'aime vraiment souvent faire ou que je montre beaucoup aux gens de revenir des fois dans des moments de stress. Ça peut paraître bête, mais en fait, on a juste besoin de ramener la conscience à un autre espace que là où on est perdu dans notre tête. Et donc simplement de venir se caresser un tout petit peu, venir toucher un petit espace de soi et de simplement mettre toute notre attention sur le contact qu'il y a entre notre doigt et notre peau et juste revenir à ça et respirer tranquillement. Une respiration qui fonctionne bien, c'est d'inspirer sur 4 temps, de retenir le souffle sur 2 temps et de souffler sur 8 temps. Et de faire ça ne serait-ce que 2, 3 cycles de respiration, ça permet déjà vraiment de se poser. Du coup, par rapport aux femmes, euh, c'est aussi de vous reconnecter à votre cycle pour vraiment revenir avec les sensations concrètes dans le corps. Et comme disait Eliette tout à l'heure, bah, ça évite aussi les douleurs au niveau des règles à ce moment-là, de prendre ce temps, de revenir à notre rythme de femme qui est beaucoup plus lent que celui des hommes. C'est vraiment un rythme qui est en lien avec la terre, un peu un rythme de tortue par rapport à l'action qui est souvent demandée en entreprise. C'est aussi de prendre des moments de pause, mais réels, et comme on disait tout à l'heure, de mettre des me time, des temps pour vous dans votre agenda, de vraiment concrètement les mettre dans votre agenda pour qu'il n'y ait pas d'échappatoire possible, que ce soit vraiment du temps pour vous. Et puis prendre du temps, notamment pour nous les femmes, qui est très important, un temps pour être en relation, pour être en partage, notamment avec nos sœurs femmes, parce que c'est un besoin que nous avons réellement, que nous nourrissions avant dans les sociétés plus traditionnelles, où il y avait des temps sans arrêt, puisqu'on faisait la nourriture ensemble, on préparait les repas, on faisait le linge ensemble. On élevait les enfants ensemble et que tout ça a disparu puisqu'on est dans des sociétés qui ont radicalement changé. Au niveau des hommes, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui est spécifique aux hommes? Euh, Bah, du coup, les choses qui vont aider à se reconnecter, ça va être de revenir dans le physique, de revenir aussi dans la musculature. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'hommes qui aiment faire du sport en salle aujourd'hui. Bah, parce que c'est facile, parce que c'est juste le but, c'est de lever des poids, c'est de faire des choses bien spécifiques et définies. Donc, d'avoir une activité physique et plus on va pouvoir mettre de la conscience dessus, ça peut être pour les hommes une bonne manière de transformer la colère, d'aller vraiment transformer leurs émotions. Pour les hommes, ils n'ont pas besoin de mettre des mots dessus. Ça, c'est vraiment notre besoin à nous en tant que femmes. Euh, Ils vont avoir besoin de temps seuls, sans stimulation, d'être face à eux-mêmes. C'est vraiment là qu'ils vont gérer le mieux leurs émotions et tout ce qui traverse. Et puis, bah, encore une fois, de revenir au corps par l'action, par la présence de ce qui se passe et aussi autre chose qui peut aider dans le cadre de la relation, ça va être bah, d'être à l'écoute sans chercher à apporter de solution par rapport à leur compagne. Donc pour vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps ou est-ce que vous êtes plutôt à l'écoute de votre mental? Dites-nous dans les commentaires comment vous le vivez, comment c'est pour vous par rapport bah, du coup à tout ce qu'on a partagé avec vous. Est-ce que pour vous c'est plutôt simple? Est-ce que vous avez des super tips et des super astuces à nous partager aussi dans les commentaires pour aider les gens qui viendront en plus à savoir comment se reconnecter à leur corps? Et puis aussi, je vous invite à observer, à prendre le temps d'écrire un petit peu quel est le dernier signal que votre corps vous a envoyé et que vous n'avez pas écouté, que vous avez ignoré? Et dans cette observation-là, c'est bien de l'observer et de voir ce qui s'est passé, mais de prendre le temps de vous poser la question, comment est-ce que vous aimeriez que ce soit la prochaine fois que ça se passe? Parce qu'il y a d'autres fois, d'autres moments où ça va arriver. Mais du coup, prendre le temps de vous poser la question, comment vous aimeriez que ce soit la prochaine fois? Comment est-ce que vous allez écouter votre corps la prochaine fois et le prendre en considération? Merci à tous, merci Eliette. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à aller remplir le petit questionnaire offert sur notre site. Le lien est dans la bio en description. On sera vraiment très heureuse de vous accompagner sur ce chemin pour pouvoir savoir où vous en êtes de votre écoute intérieure. Donc allez remplir ce questionnaire et on vous offre un appel pour pouvoir en parler ensuite. Très belle journée à tous. À bientôt. À bientôt.